c'était retranscrire ce qui m'intéresse dans... Alors, je me suis inspiré de la littérature de tranchées dans ce roman-là, c'était en fait de suivre une troupe de soldats. Eux, ils font partie des légions du roi, ils rentrent d'une campagne en Liban, dans une terre barbare où ils ont cramé le pays, histoire de donner un peu d'air, parce qu'en fait c'est comme ça que ça se fait à l'époque. Et en fait, ils rentrent, ils espèrent aller hiverner à Blanc-Rocher, on leur dit, bah non, en fait, tant que vous êtes là, allez faire un tour dans le nord, vous nous dites ce qui s'y passe et vous nous faites un rapport. Et ce que je voulais, moi, c'était créer, en fait, voir tout le livre à partir... ça m'intéresse pas, en fait, dans l'histoire de savoir qui gagne la guerre, qui gagne la bataille. Ce qui m'intéresse quand je lis des bouquins d'histoire, quelle que soit la période, c'est la petite histoire, c'est le petit maillon humain au milieu et l'histoire qu'il y a derrière. Et ce que je voulais faire dans ce moment-là, c'est voir comment ces hommes et ces femmes qui ne sont pas préparés, c'est pas des mages, c'est pas des guerriers d'élite, c'est pas des types entraînés pour ça, qu'on envoie au casse-pipe parce qu'on n'avait que sous la main, de voir comment ils vont se fédérer et comment en fait ce collectif va permettre d'affronter quelque chose d'innovant, va permettre d'affronter quelque chose d'atroce. Et en fait, ce que je voulais, c'est vraiment, à travers une galerie de portraits et de personnages de deux pieds dans la boue, ressortir cet esprit, cette âme-là que j'aime dans certains romans, où le collectif, la somme des individus, permet d'affronter des choses que seul on ne pourrait pas affronter. Et donc, en fait, je ne vais pas trop en raconter parce que je ne vais pas gâcher la surprise de ceux qui n'ont pas encore lu. Mais ce que je voulais vraiment, c'était créer cette vie d'escouade, cette vie de groupe, avec la faiblesse, le caractère parfois détestable, mais qui fait que cette compagnie soudée va quand même réussir à faire front commun pour le meilleur comme pour le pire. Alors, comme on disait tout à l'heure, le fil conducteur de vos trois romans, c'est l'histoire. Donc, toi, Jean-Laurent, voilà, on est histoire américaine, guerre de sécession. Toi, Olivier, on est, en tout cas pour les deux romans que j'ai lus, les deux derniers, Nadejda et Tulano Brakiev, dans l'histoire de... C'est pas un roman. Enfin, un recueil de nouvelles. Excuse-moi. On va pas leur vendre n'importe quoi. Oui. On est dans l'histoire plutôt russe, en tout cas la Russie ancienne, la Russie folklorique et la Russie aussi contemporaine. Et toi, Thibaut, on n'est pas vraiment défini dans une époque historique. On a l'impression de retrouver à la fois aussi du médiéval, que ce soit à travers l'architecture. On retrouve la Renaissance à travers les armes et les stratégies militaires. On retrouve aussi un petit peu d'époque romaine à travers la hiérarchie au niveau de la société. Pourquoi avoir fait ce choix de ne pas forcément définir une époque ou du moins un pays? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Oui, alors effectivement, pour les personnages, je me suis inspiré en fait en référence littéraire, je me suis inspiré des poilus de la guerre de 14, mais si on devait se les figurer, tel que je me les imagine, on est plus proche des Lansquenets ou des guerres de Suisse, des guerres italiques et des guerres de religion. Effectivement, je voulais, en fait, on a un royaume qui est polythéiste, comme dans l'Antiquité, mais avec on sent qu'il a un passé effectivement médiéval avec l'architecture gothique, mais qu'on est dans une période un peu de transition. Je voulais en fait que le lecteur se sente libre, en fait, d'imaginer un peu ce qu'il veut. Bon, il y a dans certains romans qui ont pas réussi à rapprocher, c'est quand le lecteur est trop corseté à des descriptions trop précises, à un univers trop précis, et qui l'empêche de vagabonder un peu où il veut. C'est par exemple ce que j'ai fait aussi pour les créatures, les monstres qu'on va retrouver dans le roman. Je les décris pas en fait. J'utilise des termes très génériques parce que la peur c'est un facteur très personnel. Il y a des gens qui vont avoir peur des ours, d'autres des araignées, etc. Donc je veux vraiment que le lecteur ait cette possibilité d'imaginer s'il a envie de mélanger des uniformes napoléoniens avec, je sais pas moi, des épées à deux mains et des créatures qui sont inspirées d'arachnides, qui puissent le faire pour vraiment s'approprier le récit. Et ça me permet moi aussi d'avoir une grande liberté dans ce que je fais et de ne pas avoir, parce que comme disait Jean-Laurent aussi, on a une activité malheureusement à côté qui m'empêcherait, en tout cas moi qui m'empêche de faire des recherches très complètes. J'aurais bien aimé faire un roman par exemple sur la guerre de 14, mais si je veux faire ça, il faut que je fasse des recherches, etc. Et comme c'était mon premier roman, je voulais avoir une liberté dans l'écriture et transmettre cette liberté un peu au lecteur en lui laissant la possibilité de piocher un peu dans l'imaginaire qui lui plaît. Mais du coup, tu as quand même effectué des recherches, j'imagine, quand même, un petit peu, parce que au niveau de l'armement, etc., c'est quand même bien décrit. Tu as fait quoi, du coup, comme recherche? Comment ça s'est passé? Alors, les recherches, j'aime beaucoup l'histoire, donc j'ai lu pas mal de bouquins. Mais après, ce que je voulais, c'était une certaine cohérence au niveau de l'action. Une arquebute, donc l'ancêtre de l'arquebuse, ne soit pas capable de tirer 10 cartouches à la minute, ce genre de choses, de créer vraiment une ambiance, on va dire, cohérente avec des personnages qui sont limités par des facteurs propres à leur environnement. Après, dans les romans, j'ai pas particulièrement de romans. Après, je citerai volontiers
historiens qui sont assez marquants, Victor Williamson, John Keegan, etc., John Keegan qui est très intéressant dans cette capacité à mettre l'homme au centre de l'histoire, mais je ne citerai pas de roman ou d'ouvrage en particulier. Je pense que c'est une somme, en fait. On va parler Russie. C'est un cadre qui est très peu, pour ne pas dire pas du tout exploité dans les littératures de l'imaginaire. C'est très très rare. Et quand je dis Russie, je ne parle pas simplement de romans qui seraient entre guillemets russisés. Autrement dit, les mots sont remplaçables. Avec Olivier, c'est pas le cas. On est dans le détail, on est dans l'histoire. Il y a tout qui s'entremêle. Les deux dernières parutions chez Nestie Beknon sont effectivement le roman qui est un one-shot, Nadiejda, et le recueil de nouvelles, Et tu la nommeras Kiev, sont sortis peu de temps l'un après l'autre. Moi, j'aimerais bien ne pas les détacher, que tu nous les présentes tous les deux, s'il te plaît. Mais de toute façon, j'allais les présenter sans les détacher, parce qu'effectivement, les deux sont liés. Je vais commencer par présenter le roman, peut-être, parce que présenter un recueil de nouvelles, c'est plus difficile. Donc le roman, c'est un roman de fantaisie, mais de fantaisie historique, au sens où j'ai mélangé des aspects légendaires, des aspects surnaturels, à des aspects historiques réels de la Russie, donc du XIe siècle. L'histoire se passe exactement en l'an 1015. Donc je pense que vous savez tous ce qui s'est passé en Russie en l'an 1015. Voilà, donc je vais pas développer. Et si vous ne le savez pas, lisez le roman. Les événements historiques du roman montrent vraiment ce qui s'est passé en Russie en l'an 1015. Mais donc à côté de ça, j'ai intégré des chevaliers légendaires donc, qui s'appellent les Bogatirs, qui sont plus ou moins l'équivalent des chevaliers de la table ronde du roi Arthur. J'ai intégré aussi le bestiaire mythologique de la Russie, donc par exemple les Vodianoi, qui sont des créatures de l'eau un peu semblables aux kappa du folklore japonais. Voilà, donc c'est d'abord l'histoire qui m'a inspiré. Je voulais d'abord raconter les événements qui se sont passés. C'est une période charnière de l'histoire de la Russie, puisque c'est le moment où la Russie passe du paganisme au christianisme, en fait. C'est le grand-duc ou le grand-prince, comment on traduit, Vladimir, qui a converti la Russie au christianisme. Et donc le roman raconte un peu ça, c'est-à-dire l'opposition entre la politique chrétienne des princes et le peuple qui lui reste attaché au paganisme, à ses anciennes croyances. Donc voilà, je mêle vraiment histoire et folklore russe dans ce roman. Et je parle du recueil peut-être maintenant. Ouais, carrément. Donc le recueil qui est effectivement sorti un an après le roman, donc je restais dans la thématique russe, puisque c'est... Ah, tu devrais pas me demander pourquoi j'écris sur la Russie. Merci. On va peut-être commencer. Ah, c'est Mais après, ne change pas l'ordre dans les choses, l'ordre est établi. Donc 18 nouvelles russes. Donc là, il y a à la fois de la Russie médiévale, donc très proche dans l'esprit du roman Nadiejda, mais pas seulement. Il y a aussi des contes traditionnels que je revisite un peu à ma sauce. Il y a parfois un lien très ténu avec la Russie, dans le sens où il y a par exemple une histoire qui raconte l'un des travaux d'Hercule, puisque le 9e ou le 10e travaux, je ne sais plus exactement, il rencontre un monstre dans les plaines qui sont aujourd'hui les plaines d'Ukraine. Donc j'en ai profité pour... voilà, c'est vraiment la Russie au sens large. J'ai une histoire qui ne se passe pas du tout en Russie, qui se passe en Allemagne, sur une île allemande, mais dans laquelle on vénérait les dieux du panthéon slave, donc ça me permet de parler aussi de la mythologie slave. Donc voilà, c'est vraiment Russie au sens large. J'ai une nouvelle avec un super-héros soviétique, enfin voilà, c'est vraiment, c'est pas que de la Russie médiévale, même si la Russie médiévale est quand même très importante dans le recueil. Une question peut-être à vous poser? Ouais, exactement. La Russie, tu as commencé avec, comme tu le disais tout à l'heure, de la fantaisie humoristique, clairement, inspirée de Pratchett et autres.
Et à un moment donné, tu es parti sur les terres russes. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, bah tiens, il y a une opportunité, j'en ai peut-être un peu marre de voir tout le temps de la fantaisie, d'inspiration européenne, et tu as voulu, toi, te créer tes propres histoires sur des terres finalement qui étaient encore peu ou pas explorées? Oui, oui, c'est ça. Je vais pas répondre, t'as tout dit. Non, pour développer un petit peu, j'écris sur les choses qui me plaisent quand je lis déjà. Enfin, je suis un lecteur avant d'être un auteur, donc j'aime l'histoire à la base. Au départ, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, je lisais des choses sur l'histoire de France, sur les rois de France. Au bout d'un moment, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour. Donc je suis allé explorer d'autres lectures historiques, donc découvrir les Aztèques, découvrir la Chine ancienne, découvrir la Perse antique, voilà, et notamment la Russie. Et quand j'ai découvert l'histoire de la Russie, l'histoire médiévale de la Russie, je me suis dit, il y a un champ d'exploration extraordinaire, puisque personne ne connaît la Russie médiévale. D'ailleurs, j'ai dû beaucoup lire quand je me suis intéressé au sujet, j'ai dû beaucoup lire des livres en anglais, tout simplement parce que des livres en français sur le sujet, il n'y en a quasiment pas. Donc à partir de là, l'auteur a pris le dessus sur le lecteur, et j'ai décidé de faire ce qui n'avait pas été fait, tout simplement. Personne ne parle de la Russie médiévale, et je vais en parler, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi je publie des livres sur la Russie spécifiquement, alors qu'en réalité, j'ai pas de lien spécial avec la Russie, j'ai pas d'origine russe, par exemple. J'ai jamais mis le pied en Russie. Mais voilà, j'avais envie de parler de quelque chose dont on ne parle pas, tout simplement. D'où la Russie. Tu as présenté Nadiejda, c'est effectivement un roman ancré dans l'histoire au début du XIe siècle, mais c'est en même temps une quête, il y a un côté très épique avec ces deux bogatirs. Est-ce que tu peux nous présenter ces deux bogatirs, nous dire un petit peu ce qu'ils représentent, en tout cas en folklore russe, pourquoi tu es parti de ces deux personnages, et nous parler un peu de leur quête, parce que c'est véritablement le fil conducteur de l'histoire. Oui, donc l'histoire Nadiejda, c'est au départ le nom d'une épée magique. Donc là, on est vraiment dans la pure fantasy. Donc on est dans un cadre historique très strict et très précis, mais en même temps, on a des ingrédients fantasy très, très classiques du genre. Donc on a une épée magique, et donc l'un des personnages, Ilya de Mourom, qui est donc un vrai personnage important du folklore russe. Qui est le vieux chevalier, un peu bourru, mais il est honnête, il est droit, et ça lui crée souvent des ennuis. Donc là à ce niveau-là, c'est vrai que j'ai pas inventé grand-chose, parce que c'est un vrai personnage qui se retrouve vraiment dans les poèmes épiques russes, et qui revient régulièrement. Il a sa statue dans plusieurs villes de Russie. C'est vraiment un personnage important des légendes russes. Donc à ce niveau-là, mon travail a finalement consisté à l'intégrer à une réalité historique existante. Donc par contre, le deuxième personnage principal, qui s'appelle Ruslan, lui n'existe pas en tant que tel dans les récits épiques russes. C'est un personnage, je me suis inspiré finalement de plusieurs autres chevaliers des poèmes épiques, et j'avais besoin peut-être d'une figure plus libre, qui soit un peu un détonateur dans l'action. Donc Ilya est très droit, il a un but, il va aller tout droit, alors que Ruslan va plus être sinueux et moins fiable. Et ça offre peut-être d'autres possibilités au niveau de la narration. Et tout à l'heure, tu disais que du coup, tu as été très vite passionné par la Russie médiévale. Mais dans ton recueil de nouvelles, on est aussi dans la Russie contemporaine. Tu disais en effet que tu as exploré la Russie de manière très large. Oui. Pourquoi ce choix? Tu aurais pu tout simplement rester dans un univers fantasy et rester un petit peu dans cette Russie médiévale. Qu'est-ce que ça t'a amené dans ces recueils de nouvelles, d'explorer un petit peu toute cette Russie? Alors déjà, oui, il faut peut-être le préciser, le recueil de nouvelles, c'est pas quelque chose, je me suis pas dit, tiens, je vais faire un recueil de nouvelles sur la Russie. Finalement, oui, c'est vrai que c'est important. Finalement, c'est des nouvelles qui ont été rassemblées. Moi, j'écris tout le temps des nouvelles. Depuis mes premières nouvelles, ça date de 15 ou 16 ans, donc régulièrement, quasiment tous les mois, pendant un moment, j'écrivais une nouvelle, donc sur des thèmes très différents. Et
à l'occasion de la sortie du roman, je sors un roman russe, donc l'idée c'était de rassembler des nouvelles que j'avais pu écrire sur le thème de la Russie. Voilà, donc finalement non, c'est pas un choix de ma part de me dire je vais explorer différentes facettes de la Russie, c'est à travers mes écrits, j'ai rassemblé ça et voilà, j'aurais pu faire un recueil thématique sur autre chose, peut-être sur l'Antiquité grecque, parce que j'écris pas mal de nouvelles là-dessus, sur la Chine ancienne, mais bon, ça a été la Russie parce que j'avais suffisamment de matière, j'avais écrit suffisamment sur le sujet, et puis c'était dans le cadre aussi pour faire suite au roman. Et comment ça s'est passé tes recherches? Tu t'es inspiré du folklore, t'as relu les mythes? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement toute cette recherche que tu as fait sur la Russie? Oui, mais finalement, c'est même pas réellement de la recherche, dans le sens où c'était déjà un plaisir de lecteur. Donc finalement, je lis des livres sur des sujets qui m'intéressent, des sujets historiques, des sujets mythologiques, et de temps en temps, je parlais d'Hérodote par exemple, je lis les histoires d'Hérodote, et ah tiens, ça il en parle pendant 3 lignes, j'aimerais bien développer un petit peu cette histoire dont a parlé Hérodote et créer une nouvelle sur le sujet, donc c'est comme ça que ça se passe. C'est pas réellement des recherches, je me dis pas tiens je vais écrire sur la Russie, allez je me fais une pile de livres sur la Russie, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est dans le sens inverse, c'est d'abord la lecture, et ensuite tiens, il y a moyen d'en tirer quelque chose. Et comment ça se passe pour toi le travail, la différence de travail entre un roman et travailler une nouvelle? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement la différence en tant qu'écrivain, comment tu arrives à concilier? C'est plus long écrire un roman. Je suis capable d'écrire une nouvelle par mois, alors que les romans, je suis assez long, ça peut prendre facilement, prendre 2 ans, 2 ans et demi pour un roman. Donc, après, au niveau de la méthode, c'est très différent, et notamment le roman de Nadejda, à la base, c'est une nouvelle, qui a d'ailleurs été intégrée au recueil, et finalement, j'avais écrit cette nouvelle, qui ne me satisfaisait pas totalement sous forme de nouvelle, et je me suis dit, tiens, il y a peut-être le potentiel pour développer quelque chose et en faire un roman. Donc, mais c'est pas une règle absolue, il y a des romans, ils sont d'emblée des romans, il y a des romans, ils sont nés d'une nouvelle, il n'y a pas de règle. Et alors ce qui est rigolo dans ce recueil de nouvelles, c'est qu'à chaque fois, à la fin d'une nouvelle, tu nous expliques un petit peu voilà, donc, comment l'idée est venue, comment tu as écrit cette nouvelle, pourquoi avoir fait ce choix de nous expliquer, déjà, parce que c'est quelque parler chose, au lecteur en fait. C'est quelque chose que je trouve très rarement dans les recueils de nouvelles et qui me manque personnellement. Quand je lis un recueil de nouvelles d'un auteur, j'aimerais bien, ou même un roman finalement, parce qu'il y a une phase de l'auteur, notamment des romans historiques, où il explique pourquoi il a choisi cette période historique, comment il s'est documenté. Je trouve ça très intéressant. Et à la limite, et si on n'est pas intéressé, on peut le zapper. Donc ça me semble un bonus. En tout cas, ça se lit avec grand plaisir. C'est sympathique à chaque fois. J'ai eu que des bons retours sur ce choix-là d'avoir fait ça. Donc je l'ai fait parce que ça me manque quand je lis des recueils de nouvelles et que ça n'y est pas. Donc j'ai eu envie de le faire. Et aussi, étant donné que j'aborde quand même des sujets qui sont quand même censés ne pas être connus du lecteur, ça peut donner quelques clés de compréhension après la lecture du texte. Et puis tout l'intérêt, c'est effectivement d'avoir ces petites notes après et non pas avant. Comme ça, il n'y a pas de spoil. Nous, on a notre propre, on s'approprie le texte à notre manière, et après, on a effectivement ces petits plus, et ça permet de, voilà, je suis pas du tout expert de l'histoire, encore moins en Russie, et donc d'éviter de rater la grosse référence. Donc c'est intéressant. Dans Chevauche Brume, on va avoir une troupe de personnages charismatiques, forts. On fait véritablement partie de la compagnie. Dans Nadejda, on parlait notamment là, de Ruslan. On parlait de Ilya. À croire que la guerre est une histoire d'hommes, ce n'est pas le cas. Et là, j'ai envie de rebondir sur Je suis fille de rage. Il y a des personnages féminins qui sont splendides, qui j'ai beaucoup aimé, qui m'ont beaucoup touché. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de la place de tes personnages féminins dans Je suis fille de rage, nous parler, par exemple, de Minuit, de toutes ces rencontres qui sont vraiment marquantes, de très très belles rencontres avec beaucoup de sensibilité. Merci. Alors moi j'attache quelque chose de très important et globalement sur mes romans, c'est un peu l'équité de parole sur les personnages féminins et masculins au niveau des représentations. Et sur Je suis fille de rage, à partir du moment où j'ai pris quelques personnalités historiques, il y en avait surtout des hommes, et c'est vite retrouvé que pour équilibrer ça, mes guerrières, mes soldates,
c'était effectivement des soldates, des femmes. Et c'est comme ça en fait que les personnages ont émergé. Et à travers ça, effectivement, donc tu cites le personnage de Minuit, pour avoir, sans m'attarder, je pense que c'était de Minuit, j'ai parlé de la fille qui n'avait plus de père, qui n'a plus de père. Minuit, c'est une affranchie, donc elle était esclave dans le sud, elle se retrouve dans le nord, et à partir de l'année 63, Lincoln va dire, voilà, les affranchis, non seulement ils sont affranchis, mais s'ils veulent, ils ont le droit de prendre les armes pour défendre leur nouvelle nation, qui est le Nord. Alors, qui était effectivement une décision peut-être idéologique, mais surtout très pratique, parce que tout d'un coup on se retrouvait comme avec un certain nombre de bras et de soldats en première ligne. Et Minuit, donc c'est une femme noire assez âgée, elle va décider, pour la première fois de ma vie, je vais pouvoir me battre pour ma liberté, donc je vais prendre une arme, je vais y aller. Et ça va être le récit de cette femme et ce choc, parce que c'était des régiments noirs dirigés par des blancs. Elle va se prendre, on va dire, d'amitié avec un bleu, un jeune, et ça va nous permettre de montrer certes son combat, mais aussi les difficultés, même dans le Nord, qu'il y avait tout d'un coup de se battre aux côtés de Noirs, parce que le racisme, en fait, il était présent des deux côtés, et que l'égalité, elle n'était pas du tout, il ne suffisait pas d'affranchir, on a bien vu pour que l'égalité apparaisse. Et cette complexité-là, de se dire, voilà, je suis une femme avec une arme, en plus je suis noire, effectivement, ça va être compliqué. Et pourtant, on se bat pour la même chose, et peut-être qu'on a des choses à partager. Voilà. Une forme d'amitié, en tout cas de respect mutuel qui vont être faits entre ce jeune bleu qui connaît lui non plus rien à la guerre, mais qui se bat parce qu'il trouve que ça a du sens. Et l'autre personnage, qui elle est emblématique d'une autre réalité qui a été terrible pendant la guerre de sécession, c'est la fille qui n'a plus de père, qui commence par une lettre, celle d'une fille du Sud qui dit à son père, en fait, moi c'est pas possible, l'esclavagisme c'est une erreur totale, voir des gens se faire fouetter, c'est pas possible. Je quitte la famille, je m'embauche dans le Nord, et voilà, on se retrouvera peut-être sur le champ de bataille, puisque effectivement le père est un officier sudiste de cavalerie. Et ça va montrer deux fils d'histoire. Le premier, qui était tragique aux États-Unis, c'est qu'il y a plein de familles qui ont été déchirées, plein de familles qui se sont entretuées, et puis il y a aussi plein de familles qui ont dû se retrouver après la guerre, et comment on fait quand on se déchire à ce moment-là. Et ça va être évidemment, c'est presque un récit personnel, parce que j'en fais un personnage emblématique, parce qu'elle va se retrouver dans toutes les grandes batailles, donc ça va permettre